Bonsoir les amis, bienvenue dans le grenier de l'écho. Je suis en train de mettre l'autofocus qui normalement doit autofoquer. Enfin non, justement, il ne doit pas autofoquer. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Il est 18h30, on est dimanche 24 avril je crois, quelque chose comme ça. Non, pas du tout, 26 avril, voilà. Et oui, c'est le confinement, je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais plus me situer dans le temps. Je suppose que vous aussi, c'est un petit peu compliqué pour le positionnement temporel là. Alors bienvenue ce soir dans le grenier. On va évidemment parler d'éco et on va parler d'une idée qui est un petit peu, qui tourne beaucoup, qui préoccupe beaucoup de gens. Est-ce que je peux acheter de l'or et est-ce que je peux acheter des devises pour protéger mon patrimoine? Alors c'est deux questions qui sont super intéressantes, extrêmement d'actualité. L'utilité de l'or et des devises étrangères pour protéger son patrimoine quand on est dans un contexte de crise paroxystique, qui est celle que nous traversons aujourd'hui avec le coronavirus. Alors on va essayer de remettre ça un petit peu en perspective, de voir quand est-ce qu'on utilise quoi et pourquoi et pour se prémunir de quoi. Donc je vais essayer de décrypter un petit peu tout ça avec vous pour vraiment savoir pourquoi on veut utiliser de l'or, pourquoi on dit qu'il faut de l'or, pourquoi on dit qu'il faut des devises étrangères, pourquoi il en faut, pourquoi il n'en faut pas. En tout cas, quelles peuvent être les pistes de réflexion là-dessus. Je vous rappelle toujours, encore une fois, pas de vérité absolue, pas de vérité intangible, mais des éléments de réflexion, des pistes de réflexion, des explications pour nourrir votre réflexion individuelle et personnelle, car évidemment, c'est vos sous et donc vos risques, vos pertes. On est ici là évidemment dans la responsabilité individuelle. Donc, je ne vous dirai pas il faut absolument faire ci ou il faut absolument faire ça. Non, je veux essayer de vous donner, de partager avec vous des outils, des réflexions, des analyses qui vous permettent de vous forger votre propre opinion et votre avis le plus éclairé possible et à la hauteur de mes modestes possibilités. Donc, devises étrangères et or. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous disais, à mon sens, il y a peu de risques de faillite à court terme, avec une grande raison pour expliquer cette analyse, qui était de dire, vu les tombereaux d'argent, vu les sommes absolument phénoménales que les États déversent pour sauver l'économie et sauver les agents économiques, il est peu probable que si on donne même 1 500 € à n'importe quel auto-entrepreneur, il est peu probable qu'on laisse évidemment tomber les banques. Donc à court terme, peu de risques de faillite, mais en revanche, attention, à moyen et à long terme, le problème n'est pas tant bancaire que monétaire, avec un véritable risque de crise monétaire. Et donc, c'est dans ce contexte justement de crise monétaire, c'est parce qu'on a peur d'une crise monétaire qu'on va se dire finalement quels sont les outils patrimoniaux que je vais pouvoir utiliser pour essayer de me désensibiliser ou de me protéger des effets de cette crise monétaire. Et comme le nom l'indique, une crise monétaire, c'est une crise qui touche la monnaie et donc ça touche la valeur de la monnaie. Pourquoi un problème monétaire? Voilà, ça c'était une question importante. Pourquoi on va arriver à un problème monétaire? Alors, le cheminement intellectuel, c'est le suivant. C'est un résumé, c'est un petit peu plus compliqué. Dans la vraie économie, si on voulait faire des modélisations complètes, complexes, etc. Mais globalement, dans l'épaisseur du trait, pour une simplification pas totalement simpliste, on peut dire que le point de départ, c'est la crise du coronavirus. Et cette crise du coronavirus, elle vous entraîne une crise économique qui est très très forte. Je vous expliquerai dans la diapo suivante quel est le montant de perte du PIB. Vous allez voir, c'est coton, les amis. Donc, cette crise économique, comme c'est tout simplement la pire que nous ayons jamais vue, on est aujourd'hui capable de la mesurer, enfin en tout cas d'avoir les premières mesures, vous avez des plans d'urgence. Et ces plans d'urgence, en France, donc en France, c'est le plan d'urgence, mais au niveau international, c'est des plans d'urgence en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, évidemment, enfin bref, partout dans le monde, en Chine, etc. Donc vous avez des plans d'urgence qui sont extrêmement coûteux, et vous allez voir la diapo suivante à quel point c'est coûteux. Vous avez donc forcément un déficit budgétaire. Comme on n'avait pas de réserve, on n'avait pas de sous de côté au niveau national, puisqu'on est en déficit budgétaire, on a une dette, donc c'est-à-dire on n'a pas d'épargne au niveau national, nous n'avons pas d'excédent, bien évidemment, nous allons agrandir notre déficit budgétaire, c'est-à-dire la nouvelle dette. Et donc, tous les déficits budgétaires, c'est-à-dire tous les découverts à la fin du mois, eh bien, ils viennent s'ajouter dans ce qu'on appelle la dette. D'accord ? Donc, la relation entre le déficit et la dette est extrêmement simple, c'est que la dette, c'est l'addition de tous les déficits.
Voilà. Donc vous imaginez à titre personnel, vous êtes à découvert tous les mois de 500 euros. 500 euros le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Au bout de 10 mois, vous avez 5000 euros de découvert. Et bien ces 5000 euros de découvert cumulés, c'est-à-dire de déficit mensuel, vous forment votre dette des 10 premiers mois ou votre dette annuelle de 6000 euros si on fait 500 euros par mois pendant 12 mois. Et donc à la fin de l'année, eh bien votre déficit mensuel vient constituer votre dette annuelle. Et donc pour l'État, la logique est exactement la même. Et alors après, on en arrive à la question, ce déficit abyssal, cette augmentation considérable de l'endettement et des dettes, qui c'est qui paye et comment on paye? Donc qui finance, qui paye? Et donc la réponse à ça, c'est-à-dire que quand on a fait trop en fait, tant qu'on fait un peu de dette, on peut payer un peu de dette par un peu d'impôt. Quand on fait beaucoup de dettes, on doit payer beaucoup de dettes par beaucoup d'impôts. Et le problème, c'est quand on a fait trop de dettes, on ne peut plus prendre trop d'impôts. Parce que la dette, elle est illimitée, elle est déplafonnée. En réalité, vous n'avez aucune limite à l'endettement. En revanche, vous avez une limite à l'impôt. Et la limite à l'impôt, elle est très simple, elle est mathématique, elle est quasi physique. C'est 100% de la richesse créée. C'est-à-dire que si demain vous avez votre salaire de 1500 euros net par mois, le maximum d'impôts que vous pourrez payer, c'est 1500 euros net par mois. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut que vous puissiez manger. Et à 1500 euros net par mois, si vous gagnez 1500 et vous payez 1500 euros d'impôts par mois, enfin qu'on demande que vous payiez 1500 euros par mois, je pense que la totalité de la France sera gilets jaunes, mais des gilets jaunes genre complètement rouges de colère. Donc évidemment, vous avez une limite à l'impôt, et la limite à l'impôt, quand vous prélevez 57% du PIB, globalement en France, à 2-3% près, vous y êtes. Donc évidemment, qui finance, qui paye? Eh bien quand c'est trop de dettes, ça ne peut plus être trop d'impôts. Donc vous avez ce qu'on appelle de l'impression monétaire et de la monétisation de la dette, c'est-à-dire que c'est les banques centrales. Et donc à un moment donné, quand les banques centrales elles se mettent à imprimer, ça devient une partie de Monopoly. Et quand vous êtes dans une partie de Monopoly où pour faire continuer la partie et qu'il n'y a plus de billets à la banque, on commence à prendre un bout de papier, on a tous fait ça quand on était gamin, et on commence à écrire moi je dois 100 000 euros à la banque, et on commence à tenir les comptes comme ça parce qu'il n'y a plus assez de billets, mais pour que la partie ne s'arrête pas et pour continuer à solvabiliser ceux qui à chaque fois tombent rue de la Paix et qui payent sur les deux hôtels, eh bien évidemment, à un moment donné, la monnaie ne vaut plus rien parce qu'il y en a beaucoup trop en circulation. Et c'est là qu'arrive évidemment la crise monétaire, qui est la dernière étape d'une crise gravissime. Et donc, je vous rappelle quand même qu'on est dans un enchaînement de crises. Nous avons eu l'explosion de la bulle Internet en mars 2000. Nous avons eu les attentats du 11 septembre en 2001. Nous avons eu après la crise des subprimes de 2007-2008 dont nous étions à peine sortis. Et aujourd'hui, nous enchaînons avec cette crise du coronavirus. Donc en 20 ans, nous avons eu des chocs qui sont de plus en plus forts sur l'économie, qui ont nécessité de plus en plus de dettes. Et nous arrivons maintenant évidemment vers le trop de dettes. Et donc la crise monétaire se rapproche. Donc qui dit crise monétaire dit j'ai envie, encore une fois, de me protéger, donc je vais chercher des actifs qui vont me protéger de ce risque de crise monétaire. Ici, je vous ai reproduit le tableau de l'INSEE qui est en page 8 de mémoire de la dernière note de conjoncture de l'INSEE. Donc si vous allez sur votre moteur de recherche préféré, que vous tapez INSEE, vous allez sur le site de l'INSEE Accueil, et là vous avez un petit bandeau avec plusieurs trucs là qui défilent, et vous cherchez note de conjoncture du 23 avril, et la note de conjoncture du 23 avril, page 8, c'est une note de conjoncture qui fait 15 pages. Je pense que je la mettrai d'ailleurs, j'en ferai un article dans l'édition de demain lundi, pour justement vous mettre le lien de cette étude qui est absolument passionnante. Et qui dit quoi? Elle détaille secteur par secteur la part de ce secteur dans le PIB. Donc je vous le lis parce que je pense que vous ne le verrez pas à l'écran, mais par exemple la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, ça représente 2% de notre PIB. Et la perte d'activité est de moins 5%, donc elle est extrêmement faible puisqu'effectivement on continue à manger, à se nourrir, donc très peu de perte de production et d'activité dans la fabrication de denrées alimentaires. C'est l'un des derniers grands secteurs qui marche. Et donc la contribution à la perte d'activité en points du PIB, c'est moins 0,1 point de PIB. Alors en revanche, là où c'est moins marrant, c'est quand on prend les services principalement marchands, donc notamment par exemple commerce,
le commerce, au sens large, la vente de voitures, etc. Alors là, ça représente 10% du PIB, la perte d'activité de moins 55%. Et nous sommes à moins 6 points dans le PIB. Donc quand on additionne comme ça toutes les pertes, là par exemple pour l'hébergement et la restauration, donc hôtellerie et restauration, donc pour nos amis restaurateurs, du kebab au resto chinois en passant par le 5 étoiles au guide Michelin, je sais il n'y a pas 5 étoiles, il n'y en a que 3, et bien évidemment on est à moins 91%, donc 91% de perte d'activité. C'est un secteur qui pèse pour 3% dans le PIB de notre pays, et donc c'est quasiment moins 3 points selon l'INSEE de contribution à la baisse du PIB. Donc quand on additionne, c'est quasiment quand on soustrait toutes les pertes d'activité, eh bien on arrive à une récession de 35%. Alors attention, ce n'est pas un rythme annuel, c'est une note de conjoncture qui vous mesure par rapport au mois d'avril précédent ou par rapport au mois précédent une perte d'activité. Là, il faudrait que nous ayons cette même perte d'activité, donc nous restions confinés jusqu'à la fin de l'année, donc on va dire sur 12 mois, et donc sur 12 mois, on aurait une récession de 35%. Donc évidemment, le confinement va se lever progressivement à partir du 11 mai, mais hélas, rien ne garantit que nous ne retournions pas en confinement le 11 juin, le 11 juillet, peut-être même le 11 août, peut-être même en septembre ou en octobre, on ne sait pas. En fait, ce n'est pas écrit. Donc ce qui est sûr, c'est que vous voyez, l'impact, il est absolument considérable. J'insiste, ce n'est pas un impact annuel, mais en revanche, vous voyez un petit peu l'effet de l'arrêt de l'économie. C'est absolument considérable et terrible. C'est un choc économique qui juste n'a jamais eu lieu. Moins 35% sur un mois de chute de PIB. Voilà, une récession de moins 35%, c'est du jamais vu. Évidemment, même en 2007, 2008, 2009, qui a été une grande crise, ça ne s'est jamais produit. Et je pense que même pendant la guerre, ça ne s'est jamais produit, puisque là où il y avait les batailles, évidemment, il y avait des arrêts de production, mais enfin le reste du pays fonctionnait, donc c'était pas tout le pays qui était à l'arrêt. Donc c'est tout simplement une situation totalement inédite, et cette situation inédite est de plus complètement mondiale. Donc si l'économie s'arrête, évidemment, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour plusieurs raisons. La première raison, tiens, j'ai une erreur de titre, comprendre le bilan bancaire, ça c'est un titre qui est resté de la semaine dernière. Désolé, ça c'est le problème des copier-coller. Plan d'urgence, donc les plans d'urgence, ils ont un coût, d'accord? C'est les plus de 400 milliards d'euros qui ont été engagés, pas dépensés, engagés, à peu près 110 milliards d'euros qui sont actuellement dépensés, puis 300 milliards d'euros de garanties bancaires qui sont accordées pour les prêts par l'État. Donc on parle là d'engagement, puisqu'une garantie bancaire, ce n'est pas une dépense. Donc ça sera une dépense si les crédits ne sont pas remboursés. Donc en tout cas, on va dire il y a 410 milliards d'euros de dépenses et d'engagements, avec une majorité pour les engagements par rapport aux dépenses, mais on va dire qu'une crise, ça coûte globalement une crise de cette ampleur, c'est minimum 150 milliards d'euros par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a le plan de relance, les 110 milliards, ça c'est ce qu'on dépense. Après, il y aura les plans de relance, mais vous avez aussi une grande hausse des dépenses sociales, donc ça reste dans les 110 milliards. Mais ce qu'on ne compte pas dans les 110 milliards de dépensés, pour le moment, c'est évidemment la baisse des rentrées fiscales. Vous imaginez bien que quand tout est à l'arrêt, quand il n'y a plus un seul commerçant qui commerce, vous n'avez pas 1 centime d'euro de TVA qui rentre dans les caisses de l'État. Vous n'avez plus de charges sociales qui rentrent dans les caisses de l'État, puisque tout le monde est mis au chômage partiel. Donc, vous avez là une catastrophe absolue en termes de rentrée fiscale. Donc vous verrez, on va surveiller ces chiffres, mais je suis sûr que quand on les aura, je pourrai venir vers vous dans quelques jours ou quelques semaines et vous dire, voilà, ça y est, on a les premiers chiffres de la baisse des rentrées fiscales, et c'est une baisse des rentrées fiscales de 30%, de 40%, de 50%, de 60%. Je ne suis pas encore capable aujourd'hui de vous l'estimer. Enfin, on peut penser que s'il y a 35% du PIB en moins, on peut penser que sur le mois-là, on va avoir à peu près 35 à 40, voire 50% de baisse des rentrées fiscales. On va avoir des gens qui vont demander à étaler ou à diminuer le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, ça va être extrêmement compliqué en plus de faire rentrer les sous dans les caisses. Donc hausse des déficits, augmentation des dettes. Je pense que là, on a tous bien la logique en tête. Et donc, on arrive à une peur monétaire. Et comme on arrive à une peur monétaire, eh bien, c'est là que les gens, les épargnants, tous ceux qui ont 4 sous à protéger, se posent la question
de l'idée de la pertinence d'acheter de l'or pour se protéger d'une crise monétaire qui est en plus spécifiquement plus explosive, si vous voulez, pour un pays comme, enfin pour une zone comme la zone euro et pour les pays européens. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'a dit Christine Lagarde, c'était la semaine dernière, elle a dit, c'était le 22 avril, Christine Lagarde écarte un achat direct de dette publique. Ça, c'est très très compliqué parce que ça voudrait dire en soi, si on pousse la logique de Christine Lagarde, qu'elle se refuse de monétiser la dette des États. Ça veut dire qu'on obligera les États à rembourser la dette. Or, encore une fois, un petit peu de dette, un petit peu d'impôt. Beaucoup de dette, il faudra beaucoup d'impôts. Mais trop de dette, on ne peut pas avoir trop d'impôts. Et là, on est dans le trop de dette. Et comme on est dans le trop de dette, mais qu'on ne peut pas avoir du trop d'impôts, on est obligé de monétiser. Si on ne monétise pas le trop de dette, on ne peut pas rembourser cette dette par du trop d'impôts. Ou alors, on part dans un délire tout à fait imaginable, et j'avais fait là-dessus un dossier qui était issu d'ailleurs d'un rapport du FMI, quand Christine Lagarde était toujours à la tête de l'institution, et qui était intitulé « Comment mettre en place des taux d'intérêt profondément négatifs ». Vous avez une vidéo là-dessus que j'avais faite. Et les taux d'intérêt extrêmement négatifs, imaginez si on raisonne un petit peu par l'absurde, mathématiquement c'est pas tout à fait juste parce que ce sont des intérêts cumulés négatifs, mais imaginez, pour simplifier le raisonnement, vous avez 100 de dette, mais 100 de dette à un taux négatif de 1% sur un siècle, donc sur 100 ans. Chaque année, vous allez payer 1 euro de moins en fait. Donc chaque année, comme ce sont des taux négatifs, votre dette va s'éroder. Donc la première année, vous avez 100, en année N plus 1, vous allez avoir moins 99. Mais au bout d'un siècle, à moins 1 à chaque fois, encore une fois, ce sont des intérêts composés négatifs, donc c'est pas tout à fait juste mathématiquement, mais c'est l'idée. Vous voyez qu'au bout d'un siècle, si vous retirez 1 tous les ans, eh bien, avec des taux d'intérêt négatifs, vous allez éroder le stock de dette. Donc, l'une des façons de payer, de rembourser trop de dettes sans augmenter les impôts, c'est d'avoir des taux d'intérêt très négatifs sur des durées de remboursement très très longues. Alors la question, c'est qui va acheter des obligations d'État négatives à 150 ans, vous voyez? Donc, si vous êtes épargnant, vous n'êtes peut-être pas tout à fait motivé, ou en tout cas, vous n'allez peut-être pas trouver que c'était une super bonne idée d'investir sur 1 siècle et demi à taux négatif votre épargne. Donc ça va être compliqué de financer cette dette si la BCE ne veut pas ou ne peut pas ou n'est pas en mesure de justement racheter ces actifs-là. Et donc on en arrive justement à cette idée de si c'est comme ça que ça se passe, ça va mal se finir la plaisanterie. Donc si la plaisanterie se finit mal, oula, moi peut-être qu'il faut que je détienne moins d'euros, donc évidemment plus d'actifs tangibles, ça peut être par exemple de l'immobilier. Le problème c'est que l'immobilier en période de récession et de déflation, comme l'immobilier s'achète à 96% avec un recours au crédit quand on est déflationniste, c'est très compliqué de recourir au crédit dans un contexte déflationniste. Donc l'immobilier se comporte extrêmement mal dans les contextes déflationnistes et il se comporte convenablement dans les contextes inflationnistes. Donc dans un contexte déflationniste de crise et de dépression profonde, l'immobilier est un mauvais actif et il perd de la valeur. En plus, il n'est pas liquide, on y reviendra plus tard. Donc qu'est-ce qui vous reste? Vous dites, mais je vais garder des sous, mais si je garde ces sous, c'est de l'euro, mais si l'euro explose parce que c'est une crise monétaire, qu'est-ce que je fais? Donc je vais essayer d'acheter d'autres types d'actifs tangibles, comme par exemple de l'or et des devises étrangères. J'ai dit, finalement, je ferais peut-être mieux d'avoir du dollar américain, du dollar australien, de la couronne norvégienne ou que sais-je. Alors, comment acheter de l'or? Vous avez quelques manières différentes d'acheter de l'or. Vous avez alors l'or papier, je vous ai fait des petites rimes, mais vous avez après l'or plastique, l'or informatique et l'or physique. Donc l'or papier, ce sont les ETF, les trackers, tout ce qui reproduit l'once d'or coté. Alors là, vous verrez jamais 1 gramme d'or. Vous achetez de l'or de bourse, de l'or coté, si vous voulez, des produits plus ou moins synthétiques financièrement qui reproduisent un indice ou qui reproduisent
reproduisent le cours. Vous pouvez prendre avec plus ou moins de contrepartie derrière, soit un produit synthétique pur, soit un fonds qui dit que théoriquement derrière il y a une réserve d'or, etc., etc. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choix, mais là vous verrez jamais un gramme d'or. Vous achetez un produit qui va répliquer le cours avec ou sans taux de change. D'ailleurs, c'est le principe on appelle ça un fonds conto ou pas conto. Vous avez de l'or plastique. Alors l'or plastique, c'est l'or qui est adossé à des cartes de paiement. Alors cet or adossé à des cartes de paiement, ben voilà, il y a certains qui trouvent que c'est super, c'est une très bonne idée, c'est très chouette, c'est bien marketé, c'est tout ce que vous voulez, c'est très rigolo. Attention, vous avez donc là sur l'or à la bourse, vous ne le verrez jamais. Et vous pouvez avoir notamment des produits, des ETF qui peuvent se retrouver tout simplement bloqués de cotation, par exemple. S'il y a des cotations suspendues ou des marchés suspendus, eh bien vous vous retrouvez avec un actif que vous ne pouvez plus forcément vendre ou traiter à la bourse. Quand vous avez une suspension de bourse, hein, c'est ce qui s'est passé en Chine, par exemple, où ils ont suspendu les marchés. Si les marchés sont suspendus, tant que les marchés sont suspendus, vous ne pouvez rien vendre. L'or plastique, vous allez avoir un autre type de risque, c'est que, par exemple, si on décide de réduire les paiements ou de couper les cartes bleues, votre or en fait il est adossé à une carte de paiement. Si la carte de paiement a un problème, vous n'accédez plus à votre or. Ça ne veut pas dire que votre or n'est plus là, ça veut dire que vous ne pouvez plus y accéder, un petit peu de la même manière que des cours qui seraient suspendus. Alors c'est plus ou moins temporaire, plus ou moins long, plus ou moins lent, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est juste un des risques potentiels que vous pouvez trouver. L'or informatique, ça va être de l'or conservé sur des comptes titres, par exemple. Un compte titre à votre banque, vous achetez via CPR Or, et puis vous faites livrer par votre banque, et puis vous dites à la banque, non mais vous ne faites pas livrer, en fait vous laissez tout en compte titre, et donc là vous allez négocier votre or, vos lingots, vos Napoléons comme des actions, et donc vous allez passer un ordre via votre compte titre. Donc là pareil, vous ne verrez jamais votre or, c'est une ligne informatique, et donc vous avez le corollaire dans toutes les sociétés qui font de la conservation, qui vous permettent d'acheter de l'or en ligne. Vous ne verrez jamais cet or, vous avez un relevé de compte, un relevé de portefeuille, peu importe comment on a un titre de propriété, peu importe comment on appelle ça, on vous dit juste voilà, vous avez Monsieur Dupont a 50 Napoléons en compte chez nous, à son nom. Alors peu importe que ce soit en compte chez votre banque ou en compte chez votre prestataire de gardiennage d'or, c'est de l'or informatique puisque vous allez faire vos transactions par Internet. Et puis vous avez évidemment l'or physique détenu chez vous ou en coffre dans votre agence bancaire du coin. Et donc ça, c'est l'or physique, c'est le vrai or physique auquel vous pouvez avoir accès. Attention, en période de confinement, toutes les agences bancaires, par exemple, ne sont pas ouvertes. Donc, les gens, aujourd'hui, n'ont pas forcément accès à ce qu'ils ont dans leur coffre-fort en agence bancaire. Donc, la seule manière, évidemment, en tout temps, d'avoir accès à votre or, c'est de l'avoir avec vous. Alors, à votre or ou à vos devises, ça serait de les avoir, évidemment, avec vous. Attention donc évidemment au mode de conservation et chaque type d'or a son propre type de risque. Voilà, donc il faut bien définir tout ça, il faut bien être conscient des risques et la meilleure manière évidemment de limiter ou de maîtriser les risques, c'est de diversifier vos modes de détention d'or. Si vous mettez tout chez vous hein, et que vous mettez sur votre boîte aux lettres une pancarte, ici je détiens 500 lingots d'1 kilo à 50 000 euros dans ma maison, dont la clé est située sous le paillasson, fort probable que vous ne les déteniez pas très longtemps. Donc évidemment tout ça c'est une question de gestion du risque, d'appréciation du risque et de diversification de votre risque. Pourquoi acheter des devises maintenant? Donc tout simplement, on achète de l'or parce que l'or il vous permet d'être hors euro, hors dollar. L'or il a sa valeur propre, il est coté en dollars, mais il a une expression dans chaque monnaie. Vous avez une cotation de l'or en yuan, en Chine, en yen au Japon, en euros en France, etc. etc. Donc chaque monnaie est cotée en or et inversement, l'or est coté dans chaque monnaie. Ce qui veut dire que quand vous détenez de l'or, vous détenez de l'or, vous ne détenez plus de monnaie, vous détenez de l'or. Il y a une autre manière de vous désensibiliser à une monnaie, c'est d'acheter d'autres monnaies. Donc pour vous désensibiliser à l'euro, vous achetez de l'or ou vous achetez d'autres monnaies que l'euro.
Mais attention, dans ce cas-là, vous allez quand même détenir des monnaies. Alors, pour ne plus détenir des euros ou moins d'euros, c'est la désensibilisation. Pour diversifier son cash, et ben là, vous allez pouvoir même mettre plusieurs types de monnaies. Il y a l'or, qui est une quasi-monnaie, ayant sa propre cotation en dollars, c'était ce que je vous disais, mais l'or, il a sa propre valeur en dehors de toute notion d'autres monnaies. Et il y a les autres devises étrangères. Attention, les devises étrangères, vous avez un risque de change. C'est pas parce que vous achetez aujourd'hui du dollar que le dollar va monter. Si demain le dollar baisse, vous allez vous appauvrir. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un risque de change. Et je vais vous donner l'exemple d'une monnaie qui était très à la mode il y a quelques années, dont j'avais parlé d'ailleurs, qui est la couronne norvégienne. Regardez, elle a atteint son point haut en 2012. Et depuis 2012, eh bien, elle a considérablement baissé jusqu'à cette chute là qui est quasiment un crack ici de la couronne norvégienne, et bien qui est tout simplement l'effondrement du pétrole auquel nous avons assisté avec le coronavirus. Donc celui qui a acheté de la couronne norvégienne en 2012 et qui aurait voulu la revendre là en 2020, eh bien il avait perdu à peu près 50% de sa valeur. Pourtant, la couronne norvégienne, c'est vachement bien, base monétaire assez restreinte, assez réduite, et en plus un pays assis sur des réserves naturelles considérables que sont le pétrole. Et ben, manque de chance, bing bang boom patatras, la couronne norvégienne sur les 8 à 7 dernières années, c'était une très mauvaise idée patrimoniale. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas eu des petites hausses, etc., mais ça n'a pas été une bonne idée puisque finalement le pétrole de la mer du Nord et de la Norvège n'a pas été d'une grande aide ou d'un grand soutien pour soutenir la valeur de la couronne norvégienne. Au contraire, ça a même produit l'effet inverse, ça a fait baisser la valeur de cette monnaie. Alors, quelles sont les grandes devises? Eh bien, c'est un choix qui est très limité. Livre sterling, le yuan chinois, le rouble russe, le yen japonais, l'euro, le franc suisse, le dollar canadien, australien, américain évidemment, et le réal brésilien. Pourquoi ces monnaies-là? Pourquoi ces devises-là? Tout simplement parce que ce sont soit les plus grands pays, soit les plus grandes monnaies, soit les pays avec les plus grandes armées, bref, les seules monnaies qui soient réellement importantes dans le monde, de par leur utilisation ou de part évidemment, alors le yuan par exemple qui ne se négocie pas très facilement, le yuan chinois, c'est 1,5 milliard d'habitants en Chine qui utilisent le yuan chinois, donc si vous voulez c'est dans un monde qui se voudrait totalement ouvert, c'est une monnaie importante. Le réal brésilien, ce sont des dizaines de millions de Brésiliens qui l'utilisent et c'est évidemment une économie centrale dans l'Amérique latine et peut-être la plus grosse et la plus solide des économies d'Amérique latine. Donc voilà pourquoi le choix de ces devises. Mais vous voyez bien que si vous voulez raisonner diversification par rapport à l'euro, je ne suis pas persuadé évidemment que vous allez aller chercher du réal brésilien, je ne suis pas persuadé que vous alliez chercher du dollar australien, sauf si vous avez un gamin qui est parti faire des études en Australie. Vous allez évidemment, et ça je vous le dis, plutôt aller vers du franc suisse, de la livre sterling, ou évidemment, bien entendu, du dollar américain. Comment on achète des devises? Eh bien les devises, on les achète un petit peu de la même manière que l'or. Vous avez les devises informatiques avec des comptes de devises, avec chez un broker, chez votre banquier, etc. Donc c'est un peu comme un compte titre, mais pour les devises. Et puis vous avez des devises physiques détenues chez vous. Donc tout simplement, vous allez dans un bureau de change, vous donnez 1000 euros et on vous donne 1000 dollars, 1000 francs suisses, enfin l'équivalent de vos euros, et puis vous gardez ces sous-là chez vous. Et vous avez évidemment la troisième possibilité qui est d'acheter des devises à travers un actif comme des actions ou des obligations. Si vous achetez des actions Google aux États-Unis, eh bien elles sont libellées en dollars. Donc vous achetez non seulement du Google et de l'action, mais vous achetez une action Google, un titre de propriété Google, mais vous les achetez également du dollar. C'est la même chose pour Apple, vous achetez du dollar et vous achetez des téléphones portables. Conclusion, l'or et les devises, c'est une bonne alternative à la détention des euros, mais attention, les devises restent des monnaies fiduciaires. Et donc les devises, ça reste une monnaie papier. Et quand une monnaie papier fait le même type, font toutes le même type d'erreur, il y a le même type de conséquences. Je fais un petit stop là-dessus, juste 30 secondes. On vous a parlé de l'impression et des dettes européennes, mais évidemment, vous avez les impressions et les dettes américaines qui sont considérables.
Également, donc évidemment, le dollar peut aussi se déprécier. Simplement, la question qui va se poser, c'est va-t-il se déprécier plus ou moins vite que l'euro? Et comme on est dans un marché d'échange flottant, eh bien, tout est relatif. Par l'absurde, si toutes les monnaies augmentent leur masse monétaire au même rythme, eh bien, dans le marché d'échange, ça ne se verra pas puisque tout le monde fait la même bêtise au même moment. Donc, les monnaies les unes par rapport aux autres vont rester stables. Ce qui se voit dans un marché de change flottant, c'est si vous avez une zone monétaire qui fait n'importe quoi. Si demain, les Japonais, avec leur yen, émettent des milliards de trilliards de yens et qui sont les seuls à le faire dans un monde où aucune banque centrale n'a une politique monétaire expansionniste, eh bien, le yen va perdre énormément de sa valeur. Mais si tout le monde le fait au même moment, ça ne va pas se voir, puisque en réalité, personne ne perdra de valeur par rapport à personne, puisque tout le monde fait n'importe quoi. Mais votre monnaie va perdre de la valeur par rapport à des étalons fixes, comme les matières premières, par exemple. Alors, ça pourrait être le cas du pétrole, là c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas du pétrole, mais ça pourrait être également évidemment par rapport à l'or que l'on verrait la dépréciation des monnaies. La pyramide Dexter, j'en parle rapidement et j'en reparle et j'en parle régulièrement, c'est la pyramide inversée des liquidités. Dexter, c'était un économiste américain qui a très bien vécu la crise de 29, la crise économique des années 30, etc. Et il parlait de la liquidité des actifs. Donc tout en haut, vous avez les petits commerces, l'or, bref, les petits commerces aujourd'hui, ils sont fermés. D'accord? Donc ils ne valent plus rien, ils ne sont pas négociables. Personne n'a envie aujourd'hui d'acheter une boutique qui ne peut pas ouvrir et qui ne peut pas vendre. L'immobilier, il n'est pas liquide et il n'est pas fractionnable. Donc quand vous avez besoin de le revendre très rapidement, regardez aujourd'hui, revendre son immobilier, c'est pas simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, c'est dire que c'est pas simple. Donc c'est pas liquide de la même manière. Il faut trouver un acheteur, que cet acheteur trouve un crédit, que ce crédit lui soit donné, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur le marché immobilier. Les actions de PME, les actions de petites sociétés, les actions de PME qui sont fragiles, elles sont également illiquides et il n'y a personne pour vous acheter 20% de la PME Tartampion qui fait de la fonderie machin sur des petites pièces de machin et de bidule parce que c'est très compliqué, c'est très illiquide, vous pouvez pas diriger le truc, etc. Donc c'est totalement illiquide. Donc tout ça, ça va être classé rouge. Et par rapport cette pyramide, elle est vieille, c'est Dexter, c'est vraiment pas tout neuf, c'est un type des années 40 et 50, et pourtant, on voit bien que ces prévisions de liquidité en cas de crise déflationniste, c'est exactement ce à quoi nous assistons. Et vous avez là, par exemple, les matières premières, toujours dans le rouge, les matières premières. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec le pétrole à moins 39 ou 2 dollars le baril dans son excès de point bas. Et donc, ce qui est classé en orange tient et se comporte comme prévu, les obligations de grandes sociétés, les actions de grandes sociétés. Finalement, ça a baissé, ça a pas mal baissé, mais ça s'est pas totalement effondré. Ça va peut-être rebaisser encore, mais en tout cas, voilà. Et puis, les monnaies officielles, donc l'euro, le dollar, le franc suisse, tout ça, ça s'est pas effondré. Et puis, l'or qui est en vert et qui, évidemment, surperforme dans tout ça. C'est remarquable, je vais juste faire un petit arrêt là-dessus pour vous dire, regardez, comparer entre ce qu'il se passe et ce qui était prévu dans ce modèle théorique de la pyramide inversée des liquidités Dexter, c'est absolument bien respecté. Donc voilà, c'était juste pour partager cette réflexion avec vous et que vous l'ayez en tête, c'est important dans vos anticipations. Donc les mesures à prendre d'urgence, évidemment, vous pouvez acheter de l'or physique, un petit peu. Encore une fois, une stratégie patrimoniale, c'est jamais tout ou rien. Donc si vous avez 100 000 euros, ce qui est beaucoup d'argent, vous n'êtes pas obligé d'acheter 100 000 euros d'or. Et puis si vous avez 10 000 euros, vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter 10 000 euros d'or. Et quand on a 10 000 euros d'or, on a le droit d'acheter 3 Napoléons à 300 euros. Et donc on achète à peu près pour 1 000 euros d'or. Voilà. Et donc on achète 10%, on a quand même 3 ou 4 pièces. Et donc si jamais il y a un problème sur la monnaie, on compensera à peu près avec un peu d'or. On peut évidemment diversifier ces monnaies. Et moi, moi je suis sur le pari du dollar américain. Et je pense que s'il y a une monnaie qui tiendra et qui surnagera, ce sera le dollar américain. Protéger son patrimoine avec l'or et les devises, c'est le flash stratégie que vous aurez le plaisir de pouvoir télécharger, que j'ai fait pour vous, avec quel or acheter, quel risque. Alors je vous détaille le risque pour chacune des catégories, comment diversifier vos achats d'or,
pièces ou lingots, comment choisir et lesquels choisir, la fiscalité des métaux précieux, je vous fais un petit rappel là-dessus, quelle devise choisir, donc là après on quitte l'or, on passe aux devises avec à peu près le même plan, comment apprécier le risque de change, quelle devise acheter évidemment, comment acheter des devises et aussi bien entendu, la fiscalité des gains de change, c'est pas la fiscalité des devises, ça s'appelle la fiscalité des gains de change parce qu'il y a bien une fiscalité sur les gains de change. Tout ça, vous le retrouverez dans le flash stratégie que je vous ai écrit pour l'occasion et pour répondre à toutes ces questions de manière plus précise pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous aurez le petit i là-haut quelque part dans l'écran, vous cliquez et ça vous amènera sur le site Insolentiae et sur la lettre stratégie où vous pourrez vous abonner pour ceux que ça intéresse et puis pour tous les abonnés, ce sera dans vos espaces lecteurs. Pareil, en haut du site, accès lecteur et puis login mot de passe. Et vous allez télécharger votre flash stratégie. Si ça vous a plu, vous mettez un gros doigt de schtroumpf, vous partagez cette vidéo si ça vous convient. Et si vous en avez envie, si vous pensez que ça peut alimenter la réflexion de certains, n'hésitez pas non plus évidemment à commenter en bas dans la vidéo, à vous les partager, à venir vous abonner sur le site insolentiae.com à la lettre d'information gratuite. Les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, soyez prudents, soyez vigilants, protégez-vous et prenez bien soin les uns des autres. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut les amis.